Chapitre 13. Les fugitifs restèrent absents 2 mois. Durant ces 2 mois, Miss Linton traversa la crise la plus dangereuse de ce qu'on appelait une fièvre cérébrale et en triompha. Jamais mère n'eût pu entourer son enfant unique de soins plus dévoués que ceux qu'Edgar lui prodigua. Jour et nuit, il veillait et endurait patiemment tous les tourments que peuvent infliger des nerfs irritables et une raison ébranlée. Bien que Kenneth fît observer que ce qu'il arrachait à la tombe ne récompenserait son dévouement qu'en devenant par la suite la source d'une constante anxiété, en fait qu'il sacrifiait sa santé et ses forces pour conserver une simple ruine humaine. Sa reconnaissance et sa joie ne connurent pas de bornes quand la vie de Catherine fut déclarée hors de danger. Il resta assis à côté d'elle pendant des heures, à épier le retour graduel de sa santé physique et à nourrir ses trop ardents espoirs de l'illusion que son esprit aussi retrouverait son juste équilibre, que bientôt elle redeviendrait tout à fait elle-même. Ce fut au début du mois de mars suivant qu'elle sortit pour la première fois de sa chambre. M. Linton avait mis le matin sur son oreiller une poignée de crocus dorés. Son regard, depuis longtemps déshabitué de tout objet gracieux, tomba sur eux quand elle s'éveilla. Elle parut ravie et les ramassa avec empressement. « À Hurlevent, ce sont les premières fleurs, » s'écria-t-elle. « Elles me rappellent les douces brises du dégel, les chauds rayons du soleil et la neige presque fondue. Edgar, le vent ne vient-il pas du sud et la neige n'a-t-elle pas à peu près complètement disparu ?»« La neige a tout à fait disparu ici, ma chérie, » répondit son mari, « et je ne vois que 2 taches blanches sur toute l'étendue de la lande. Le ciel est bleu, les alouettes chantent et les ruisseaux coulent à plein bord. Catherine, au printemps dernier, à pareille époque, j'aspirais à vous avoir sous ce toit. Maintenant, je voudrais vous voir à 1 mille ou 2 d'ici, sur ces collines. L'air y est si doux que je suis sûre qu'il vous guérirait. Je n'irai plus jamais là-bas qu'une seule fois, dit l'invalide. Alors vous me quitterez et j'y resterai pour toujours. Au printemps prochain, vous aspirerez encore à m'avoir sous ce toit. Vous tournerez la vue en arrière et vous songerez que vous étiez heureux aujourd'hui. Linton lui prodigua les plus tendres caresses et essaya de la réconforter par les paroles les plus affectueuses. Mais elle regardait distraitement les fleurs, laissant sans y prendre garde les larmes s'accumuler dans ses cils et ruisseler sur ses joues. Nous savions qu'elle était réellement mieux. En conséquence, nous jugeâmes que son abattement était dû en grande partie à sa longue réclusion dans un même endroit et qu'un changement de milieu pourrait la soulager notablement. Mon maître me dit d'allumer le feu dans le petit salon déserté depuis plusieurs semaines et d'y installer une bergère au soleil près de la fenêtre. Puis il la descendit et elle resta longtemps à jouir de la bienfaisante chaleur, ranimée, comme nous nous y attendions, par la vue des objets qui l'environnaient. Objets qui, bien que familiers, n'étaient pas associés aux lugubres souvenirs attachés à son odieuse chambre de malade. Vers le soir, elle parut très épuisée. Pourtant, aucun argument ne parvint à la persuader de retourner dans cette dernière pièce, et je dus lui faire un lit sur le sofa du petit salon, en attendant qu'on ait pu lui installer une autre chambre. Pour lui épargner la fatigue de monter et de descendre l'escalier, nous préparâmes celle-ci, où vous êtes à présent, au même étage que le petit salon, et bientôt elle fut assez forte pour aller de l'une à l'autre, appuyée au bras d'Edgar. « Ah, me disais-je, elle devrait se rétablir, soignée comme elle l'est. » Et il y avait une double raison de le souhaiter, car de son existence en dépendait une autre. Nous nourrissions l'espoir que dans peu de temps, la naissance d'un héritier réjouirait le cœur de M. Linton et soustrairait ses biens à la griffe d'un étranger. Je dois relater qu'Isabelle adressa à son frère, quelques 6 semaines après son départ, un court billet annonçant son mariage avec Heathcliff. Ce billet semblait sec et froid, mais à la fin était griffonné au crayon une confuse excuse et la prière d'un bon souvenir et d'une réconciliation si sa conduite l'avait offensée. Elle ajoutait qu'elle n'avait pu agir autrement et que, maintenant que c'était fait, c'était irrémédiable. Linton ne lui répondit pas, je crois. Une quinzaine plus tard, je reçus une longue lettre qui me sembla étrange, de la part d'une jeune mariée qui venait à peine de terminer sa lune de miel. Je vais vous la lire car je l'ai gardée. Toutes les reliques des morts sont précieuses quand on faisait qu'à 2 de leur vivant.
Chère Hélène, je suis arrivée hier soir à Hurlevent et j'y ai appris pour la première fois que Catherine avait été et est encore très malade. Je suppose que je ne dois pas lui écrire et mon frère est trop fâché ou trop désolé pour répondre au billet que je lui ai envoyé. Pourtant, il faut que j'écrive à quelqu'un et je n'ai pas d'autre choix que de m'adresser à vous. Dites à Edgar que je donnerai tout au monde pour le revoir, que mon cœur est revenu à Thrushcross Grange 24 heures après que j'en suis partie et qu'il y est en ce moment plein de tendresse pour lui et pour Catherine. Je ne peux cependant l'y suivre, qu'ils ne m'attendent pas et qu'ils tirent de ma conduite les conclusions qu'ils voudront, pourvu toutefois qu'ils ne mettent rien au compte d'une faiblesse de volonté ou d'un manque d'affection. Le reste de cette lettre est pour vous seul. J'ai 2 questions à vous faire. La première est celle-ci. Comment êtes-vous arrivé à conserver la sociabilité qui est dans la nature humaine quand vous demeuriez ici? Je ne puis découvrir en moi aucun sentiment commun avec les êtres qui m'entourent. La deuxième question m'intéresse particulièrement. La voici. Monsieur Heathcliff est-il un homme? Si oui, est-il fou? Sinon, est-ce un démon? Je ne vous dirai pas les raisons que j'ai de faire cette demande. Mais je vous supplie de m'expliquer, si vous le pouvez, quel être j'ai épousé quand vous viendrez me voir, et il faut que vous veniez, Hélène, très prochainement. N'écrivez pas, mais venez et apportez-moi quelque chose d'Edgar. Maintenant, il faut que je vous dise comment j'ai été reçue dans ma nouvelle demeure, car j'imagine que c'est ainsi que je dois considérer Léo. Et c'est pour m'amuser que je m'arrête à des sujets tels que le manque de commodités matérielles. Ils n'ont jamais occupé ma pensée, sauf au moment précis où j'en souffre. Je rirais et danserais de joie si je découvrais que ces privations sont toutes mes misères et que le reste n'est qu'un rêve fantastique. Le soleil se couchait derrière la grange quand nous débouchâmes sur la lande. Je jugeai par conséquent qu'il pouvait être 6 heures. Mon compagnon s'arrêta une demi-heure pour inspecter de son mieux le parc, les jardins et, probablement, la maison elle-même, de sorte qu'il faisait nuit quand nous mîmes pied à terre dans la cour pavée de la ferme. Votre vieux camarade Joseph sortit pour nous recevoir à la lueur d'une chandelle, avec une courtoisie qui faisait honneur à sa réputation. Il commença par élever la lumière à hauteur de ma figure, loucha d'un air mauvais, avança la lèvre inférieure et fit demi-tour. Puis il prit les 2 chevaux et les conduisit à l'écurie. Il revint ensuite fermer la barrière extérieure, comme si nous vivions dans un château fort du temps jadis. Heathcliff s'arrêta pour lui parler, et j'entrai dans la cuisine. Un trou noir et sale. Je crois que vous ne la reconnaîtriez pas, tant elle est changée depuis le temps où c'était votre domaine. Près du feu se tenait un enfant, à l'air canaille, fortement charpenté et malproprement vêtu. Il y avait dans ses yeux et dans sa bouche une expression qui rappelait Catherine. « C'est le neveu par alliance d'Edgar, me dis-je, le mien en quelque sorte. Il faut que je lui donne la main et... oui, il faut que je l'embrasse. Il est bien d'établir la bonne entente dès le début. » Je m'approchai et, essayant de prendre sa grosse patte, je lui dis « Comment vas-tu, mon chéri ?» Il me répondit dans un jargon que je ne comprenais pas. Je fis une nouvelle tentative pour poursuivre la conversation. « Serons-nous amis, toi et moi, Arton ?» Un juron et une menace de lâcher Trottler sur moi si je ne décampais pas furent le seul fruit de ma persévérance. « Hé, Trottler, mon gaillard !» murmura le petit drôle en faisant sortir du repaire qu'il occupait dans un coin un bouledogue à demi sauvage. « Maintenant, veux-tu t'en aller ?» me demanda-t-il avec autorité. Le souci de ma sécurité m'obligea d'obéir. Je repassai le seuil pour attendre l'entrée des autres. M. Heathcliff était toujours invisible. Joseph, que je suivis à l'écurie et que je priai de m'accompagner dans la maison, me regarda d'un air stupide, marmotta entre ses dents, tordit son nez et répondit « Doucement, doucement, doucement. Jamais chrétien a-t-il entendu quelque chose de pareil. Vous mangez vos mots, vous les avalez. Comment je pourrions deviner ce que vous dites? » « Je dis que je désire que vous veniez avec moi dans la maison, » criai-je, voyant qu'il était sourd et néanmoins très dégoûté de sa grossièreté. « Que nenni, j'ons quelque chose de à te faire, »
répliqua-t-il. Et il continua son ouvrage, sans cesser de remuer ses joues creuses, en examinant avec un mépris suprême mon costume et ma mine, l'un beaucoup trop élégant, mais l'autre, j'en suis sûr, triste à souhait. Je fis le tour de la cour, franchis une petite barrière et arrivai à une autre porte où je pris la liberté de frapper, dans l'espoir que quelque domestique un peu plus poli se montrerait. Au bout d'un moment, la porte fut ouverte par un homme de haute taille, maigre, sans cravate et d'ailleurs extrêmement mal tenu. Ses traits étaient noyés dans une masse de cheveux hirsutes qui lui pendaient sur les épaules. Et ses yeux, eux aussi, ressemblaient à ceux du fantôme de Catherine, dont toute la beauté serait anéantie. « Que faites-vous ici » demanda-t-il d'un ton farouche. « Qui êtes-vous » ? « Mon nom était Isabelle Linton, répondis-je. « Vous m'avez déjà vu, monsieur. J'ai épousé récemment monsieur Heathcliff, et il m'a amené ici. Avec votre agrément, je suppose. »« Il est revenu, alors » interrogea l'ermite en lançant des regards de loup affamé. « Oui, nous venons d'arriver. Mais il m'a laissé à la porte de la cuisine. Quand j'ai voulu entrer, votre petit garçon s'est mis à faire la sentinelle en faction et, avec l'aide d'un bouledogue, m'a fait reculer tout effrayé. Le damné coquin a bien fait de tenir sa parole, grommela mon futur hôte en scrutant les ténèbres derrière moi pour y découvrir Heathcliff. Puis il se livra à un soliloque d'imprécations et de menaces sur ce qu'il aurait fait si le démon l'avait trompé. Je me repentais d'avoir essayé cette seconde entrée, et j'avais envie de m'échapper avant qu'il eût terminé ses malédictions, mais je n'avais pas encore pu mettre ce projet à exécution qu'il m'ordonna d'entrer, ferma et reverrouilla la porte. Il y avait un grand feu, et c'était la seule lumière dans la vaste pièce dont le sol avait pris une teinte uniformément grise. Les plats d'étain autrefois si brillants, qui attiraient mon regard quand j'étais petite fille, avaient la même nuance sombre due à la saleté et à la poussière. Je demandai si je pouvais appeler la servante et me faire conduire à une chambre à coucher. Monsieur Earnshaw ne daigna pas me répondre. Il arpentait la salle, les mains dans les poches, paraissant avoir tout à fait oublié ma présence. Je le voyais si profondément absorbé et son aspect général était empreint d'une telle misanthropie que je n'osais le déranger en renouvelant ma question. « Vous ne serez pas surprise, Hélène, que je me sois sentie particulièrement abattue, assise à ce foyer inhospitalier, dans une compagnie pire que la solitude et songeant qu'à 4 miles de là était ma charmante demeure, où se trouvaient les seuls êtres que j'aime sur la terre. L'Atlantique ne nous aurait pas mieux séparés que ces 4 miles. Je ne pouvais les franchir. Je demandai vers qui me tourner pour trouver un réconfort. Puis, ayez soin de n'en rien dire à Edgar ni à Catherine. Un autre chagrin dominait toutes mes peines du moment. Le désespoir de ne trouver personne qui pût ou voulût être mon allié contre Heathcliff. J'avais cherché presque avec joie un refuge à Hurlevent, parce qu'ainsi j'étais dispensé de vivre seul avec lui, mais il connaissait les gens chez qui nous venions et ne craignait pas leur intervention. Je restai longtemps assise à méditer tristement. L'horloge sonna 8 heures, puis 9 heures. Mon compagnon continuait à marcher de long en large, la tête inclinée sur la poitrine, dans le plus complet mutisme, sauf les grognements ou les violentes exclamations qui s'échappaient de temps à autre de ses lèvres. J'écoutais dans l'espoir de découvrir une voix de femme dans la maison, et me laissais assaillir en attendant par de cruels regrets et de lugubres visions qui, à la fin, m'arrachèrent des soupirs et des pleurs que je ne pus réprimer. Je ne m'aperçus que ma douleur était si manifeste que quand Earnshaw, dans sa lente promenade, s'arrêta en face de moi et me jeta un regard de surprise. Profitant de l'attention qu'il m'accordait à nouveau, je m'écriai. « Je suis fatigué de mon voyage et voudrais aller me coucher. Où est la servante? Conduisez-moi à elle, puisqu'elle ne vient pas. »« Il n'y en a pas. Il faudra que vous fassiez votre service vous-même. »« Où dois-je coucher, alors ?» sanglotai-je. J'avais perdu tout amour-propre, accablé que j'étais de fatigue et de misère. « Joseph vous montrera la chambre de Heathcliff. Ouvrez cette porte. Il est là. » J'allais obéir, mais il m'arrêta tout à coup et ajouta sur le ton le plus singulier.
ayez l'obligeance de tourner votre clé et de tirer votre verrou. N'y manquez pas. Bien, dis-je. Mais pourquoi, monsieur Ancho? Je n'aimais pas beaucoup l'idée de m'enfermer volontairement avec Heathcliff. Regardez, répondit-il en tirant de son gilet un pistolet de fabrication curieuse avec un couteau à ressort à 2 tranchants fixés au canon. Voilà une grande tentation pour un homme au désespoir, n'est-il pas vrai? Je ne puis m'empêcher de monter toutes les nuits avec cette arme et d'essayer d'entrer chez lui. Si jamais je trouve sa porte ouverte, il est perdu. Je n'y manque pas une fois, même si une minute avant je me suis remémoré 1000 raisons qui devraient me retenir. Il faut que ce soit quelque démon qui me pousse à déjouer mes propres desseins en le tuant. Combattez ce démon pour l'amour de lui aussi longtemps que vous pourrez. Quand l'heure sera venue, tous les anges du ciel ne le sauveraient pas. Je considérai l'arme avec attention. Une idée affreuse me frappa. Quelle ne serait pas ma puissance si je possédais un semblable instrument? Je le lui pris des mains et touchai la lame. Il parut surpris de l'expression qui passa sur mon visage pendant une brève seconde. Ce n'était pas de l'horreur, c'était de la convoitise. Il m'arracha le pistolet jalousement, ferma le couteau et replaça le tout dans la poche où il était caché. « Il m'est indifférent que vous le lui disiez, » reprit-il. « Mettez-le sur ses gardes et veillez sur lui. Je vois que vous savez en quels termes nous sommes. Le danger qu'il court ne vous étonne pas. »« Que vous a fait Heathcliff ?» demandai-je. « Quel tort a-t-il eu envers vous qui justifie cette haine effrayante? Ne serait-il pas plus sage de le prier de quitter la maison? » ?»« Non, tonna Ancho. S'il fait mine de partir, c'est un homme mort. Persuadez-le d'essayer et vous commettrez un meurtre. Faut-il que je perde tout sans aucune chance de rien regagner? Faut-il que Harton soit un mendiant? Oh, damnation, je veux reprendre mon bien, et je veux avoir son or aussi, et puis son sang, et l'enfer aura son âme. Il sera 10 fois plus noir avec cet hôte-là qu'il ne l'a jamais été. Vous m'avez mis au courant, Hélène, des manières de votre ancien maître. Il est évidemment au bord de la folie. Du moins y était-il la nuit dernière. Je frissonnais de me sentir près de lui, et je pensais qu'en comparaison, la grossièreté morose du domestique était agréable. Il reprit sa marche pensive, je soulevai le loquet et m'échappai dans la cuisine. Joseph était penché sur le feu, surveillant une grande marmite qui se balançait au-dessus de l'âtre. Un bol de bois plein de gruau d'avoine était posé sur le banc à côté. Le contenu de la marmite commençait à bouillir, et Joseph se tourna pour plonger la main dans le bol. Je conjecturai que ces préparatifs devaient être destinés à notre souper et, comme j'avais faim, je décidai qu'il fallait que le plat fût mangeable. Aussitôt, criant sur un ton aigu, « Je vais faire le porridge !» Je plaçai le récipient hors de son atteinte et, tout en retirant mon chapeau et mon amazone, je poursuivis. « Monsieur Ancho m'a annoncé que j'aurais à me servir moi-même. Je vais m'y mettre. Je n'ai pas l'intention de faire la dame parmi vous, car je craindrais de mourir de faim. »« Bon Dieu !» murmura-t-il en s'asseyant et en passant la main sur ses bas à côte, depuis le genou jusqu'à la cheville. « S'il faut que je recevions de nouveaux ordres, jusqu'en c'est que je viens de m'habituer à 2 mètres, s'il faut que j'aillions une maîtresse sous le dos, il est grand temps que je disparaissions. Je pensions point voir jamais le jour qu'il me faudrait quitter la vieille maison, mais je croyons qu'il est ben proche. » Je ne pris pas garde à ces lamentations. Je me mis vivement à l'œuvre, en soupirant au souvenir de l'époque où tout cela n'aurait été qu'une joyeuse plaisanterie. Mais je fus bien vite forcé de chasser cette réminiscence. L'image de mon bonheur passé me torturait, et plus je redoutais d'en évoquer l'apparition, plus vite tournait la spatule et plus vite les poignées de farine tombaient dans l'eau. Joseph contemplait ma manière de faire la cuisine avec une indignation croissante. « V'là !» s'écria-t-il. « Harton, t'auras point de porridge ce soir. Ça ne seront rendre que des boulettes aussi grosses que mon poing. C'est ça, je jetterions dans le bol et tout le reste, si j'étions que de vous. Allons tirer l'écume et ça y sera. C'est une bénédiction que le fond y soit point crevé. » C'était certainement un mets assez grossier, je l'avoue, quand il fut versé dans les assiettes. Il y en avait 4 préparés, et l'on avait apporté de la laiterie un pot de lait frais dont Harton se saisit. Il se mit à boire en répandant la moitié. Je protestai et voulus qu'il versât son lait dans sa tasse.
Je déclarai que je ne pourrais pas goûter à un liquide aussi malproprement manipulé. Le vieux cynique jugea bon de se montrer très scandalisé de ce raffinement. Il m'assura à plusieurs reprises que le gamin me valait bien, et qu'il était aussi sain que moi. C'est étonnant que je puisse être si infatué de ma personne. Pendant ce temps, le jeune vaurien continuait de téter et me regardait d'un air de défi tout en bavant dans le pot. « Je prendrai mon souper dans une autre pièce, déclarai-je. N'avez-vous pas un endroit que vous appelez le petit salon? »« Petit salon » répéta-t-il en ricanant. « Petit salon? Non, nous n'avons point de petit salon. Si notre compagnie ne vous plaît point, il y a celle du maître, et si c'est que vous n'aimez point celle du maître, il y a la nôtre. »« Alors je vais monter. Montrez-moi une chambre. » Je mis mon assiette sur un plateau et allai moi-même chercher encore un peu de lait. Le vieux drôle se leva en grognant beaucoup et me précéda dans l'escalier. Nous montâmes jusqu'au grenier. Il avait une porte de temps à autre et regardait dans les pièces devant lesquelles nous passions. « V'là une chambre, » dit-il enfin en faisant tourner sur ses gonds une planche branlante. « Elle est ben assez bonne pour y manger un peu de porridge. Il y a un tas de grains dans le coin, là, qui est gentiment propre. Si vous avez peur de salir votre belle robe de soie, étendez votre mouchoir dessus. » La chambre était une espèce de débarras qui empoisonnait le malt et le grain. Différents sacs pleins de ces denrées étaient empilés tout autour, laissant un large espace libre au milieu. « Voyons, » m'écriai-je en le regardant d'un air furieux, « ce n'est pas là un endroit pour passer la nuit. Je désire voir ma chambre à coucher. »« Chambre à coucher » répéta-t-il sur un ton moqueur. « Vous avez vu toutes les chambres à coucher qu'il y a ici. Voilà la mienne. » Il me désigna un second galetas, qui ne différait du premier que parce que les murs y étaient plus nus et qu'il s'y trouvait un grand lit bas, sans rideau, avec un couvre-pied indigo à un bout. « Qu'ai-je à faire de la vôtre » répliquai-je. « Je suppose que M. Heathcliff ne loge pas sous les toits, n'est-ce pas ?»« Oh, c'est la chambre de M. Heathcliff que vous désirez » s'écria-t-il comme s'il faisait une découverte. « Vous pouviez donc point le dire tout dret. Je vous aurions expliqué, sans me donner tant de peine, et que c'est tout justement la seule que vous ne puissiez point voir. Il la tient toujours fermée à clé et personne n'y entre jamais que lui. » « Voilà une jolie maison, Joseph, ne puis-je m'empêcher d'observer, et d'agréables habitants. Je crois que l'essence concentrée de toute la folie qu'il y a dans le monde s'est logée dans ma cervelle le jour que j'ai lié mon sort au leur. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la question pour le moment. Pour l'amour du ciel, dépêchez-vous et laissez-moi m'installer quelque part. » Il ne répondit pas à cette adjuration. Il se borna à redescendre péniblement et d'un air bourru les degrés de bois, et à s'arrêter devant une pièce qu'à la qualité supérieure de son ameublement, je jugeais devoir être la meilleure de la maison. Il y avait un tapis, un bon tapis, mais le dessin en était caché sous une couche de poussière, une cheminée tendue de pierres tailladées qui tombaient en lambeaux, un beau lit de chêne avec de grands rideaux rouges d'une étoffe d'un certain prix, de fabrication moderne, mais qui avait manifestement été mise à rude épreuve. Les bandes du haut, arrachées de leurs anneaux, pendaient en festonnant, et la tige de fer qui les supportait était courbée en arc d'un côté, laissant la draperie traîner sur le plancher. Les chaises aussi étaient endommagées, beaucoup d'entre elles sérieusement. De profondes entailles dégradaient les panneaux des murs. J'essayai de me décider à entrer dans cette pièce et à en prendre possession, quand mon imbécile de guide annonça « C'est ici la chambre du maître. » Pendant ce temps, mon souper était refroidi, mon appétit enfui et ma patience épuisée. J'insistai pour avoir sur-le-champ un lieu de refuge et les moyens de me reposer. « Mais où diable ?» commença le religieux vieillard. « Le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous pardonne. Où diable c'est qui que vous voulez aller? Vous êtes la sante à la fin des fins. Vous avez tout vu excepté le petit bout de chambre de Harton. Il n'y en a plus d'autres dans la maison. » J'étais si irrité que je lançai à terre mon plateau avec tout ce qui était dessus. Puis je m'assis sur le haut de l'escalier, me cachai le visage dans les mains et pleurai. « Oh !» s'écria Joseph. « Bon, ben fait, Miss Cathy. Eh ben, le maître y va trébucher dans cette vaisselle cassée. Et alors nous entendrons quelque chose. Nous verrons ce qui se passera.
Quelle stupide folie! Vous mériteriez d'être en pénitence jusqu'à la Noël, pour jeter ainsi à vos pieds les précieux dons Dieu dans vos rages insensées. Mais je me trompions fort, ou vous ne montrerez point cette énergie-là longtemps. Pensez-vous que Heathcliff y va supporter ces jolies manières? Je voudrions qu'il vous y prenne à ce petit jeu-là. Oui, je le voudrions. Là-dessus, il redescendit à sa tanière en grognant et en emportant la chandelle avec lui. Je restai dans l'obscurité. La réflexion qui succéda à ma sotte action me força de reconnaître la nécessité de faire taire mon orgueil, d'étouffer ma colère et de me hâter d'en faire disparaître les traces. Une aide inattendue se présenta tout à coup sous forme de Trottler, que je reconnus maintenant pour le fils de notre vieux Skulker. Il avait passé ses premiers mois à la grange et avait été donné par mon père à monsieur Hindley. Je crois qu'il me reconnut aussi. Il frotta son nez contre le mien en manière de salut, puis se hâta de dévorer le porridge, pendant que je tâtonnais de marche en marche, ramassant les débris de faïence et essuyant les éclaboussures de lait sur la rampe avec mon mouchoir. Nos travaux étaient à peine terminés que j'entendis le pas d'Earnshaw dans le corridor. Mon aide baissa la queue et se colla contre le mur. Je me glissai dans l'encoignure de la porte la plus proche. Les efforts du chien pour éviter son maître n'eurent pas de succès, comme me l'apprirent un bruit de pas précipité et un hurlement prolongé et pitoyable. J'eus plus de chance. Il passa, entra dans sa chambre et ferma la porte. Aussitôt après, Joseph monta avec Hareton pour le mettre au lit. J'avais trouvé un refuge dans la chambre de Hareton et le vieillard, en me voyant, dit « Il y a de la place pour vous et votre orgueil à présent que je pensions dans la salle. Elle est vide. Vous pouvez l'avoir tout entière à vous, et à celui qui est toujours là entière, et en bas mauvaise compagnie. » Je profitai avec empressement de la vie, et à l'instant même où je me jetai sur une chaise près du feu, ma tête s'inclina et je m'endormis. Mon sommeil fut profond et doux, mais il prit fin beaucoup trop tôt. Monsieur Heathcliff me réveilla. Il venait de rentrer et me demandait, de sa manière charmante, ce que je faisais là. Je lui expliquai que, si j'étais encore debout si tard, c'est qu'il avait la clé de notre chambre dans sa poche. L'adjectif nôtre l'offensa mortellement. Il jura que sa chambre n'était pas et ne serait jamais la mienne, et je ne veux pas reproduire son langage ni décrire sa conduite habituelle. Il est ingénieux et inlassable quand il s'agit de s'attirer mon horreur. L'étonnement qu'il me cause parfois est tel que ma frayeur en est étouffée. Pourtant, je vous assure, un tigre ou un serpent venimeux ne pourrait m'inspirer une terreur égale à celle qu'il fait naître en moi. Il me mit au courant de la maladie de Catherine, accusa mon frère d'en être cause et me promit qu'il me ferait souffrir à la place d'Edgar, jusqu'à ce qu'il puisse mettre la main sur lui. Je le hais. Je suis bien misérable. J'ai été folle. Gardez-vous de souffler mot de tout cela à la grange. Je vous attendrai chaque jour. Ne trompez pas mon attente. Isabelle. Chapitre 14. Dès que j'eus fini de lire cette lettre, j'allai trouver le maître. Je lui annonçai que sa sœur était arrivée à Hurlevent, qu'elle m'avait écrit pour me faire part du chagrin que lui causait l'état de Miss Linton et de son ardent désir de le voir. J'ajoutai qu'elle souhaitait qu'il voulût bien lui faire parvenir aussitôt que possible un gage de pardon par mon entremise. « De pardon ?» dit Linton. « Je n'ai rien à lui pardonner, Hélène. Vous pouvez aller à Hurlevent cet après-midi, si vous voulez, et lui dire que je ne suis pas irritée, mais affligée de l'avoir perdue. D'autant plus que je ne puis croire qu'elle soit jamais heureuse. Il ne saurait cependant être question pour moi d'aller la voir. Nous sommes séparés pour toujours. Si elle veut réellement m'obliger, qu'elle persuade le coquin qu'elle a épousé de quitter le pays. »« Et vous ne lui écrirez pas un petit mot, monsieur ?» demandai-je d'un ton suppliant. « Non, c'est inutile. Mes rapports avec la famille de Heathcliff seront aussi rares que les siens avec la mienne. Ils n'existeront pas. » La froideur de M. Edgar me découragea extrêmement. Pendant tout le trajet à partir de la grange, je me creusais la cervelle pour trouver le moyen de donner un peu plus de cordialité à ses paroles quand je les répéterai et d'adoucir le refus qu'il avait opposé à ma demande de quelques simples lignes pour consoler Isabelle. Je crois bien qu'elle me guettait depuis le matin. Je la vis qui regardait derrière la fenêtre, comme je montais la chaussée du jardin, et je lui fis signe.
mais elle recula comme si elle craignait d'être observée. J'entrai sans frapper. On ne peut imaginer de spectacle plus triste, plus lugubre que celui que présentait cette salle autrefois si gaie. Je dois avouer que, si j'eusse été à la place de la jeune femme, j'aurais au moins balayé le foyer et essuyé les tables avec un torchon, mais elle était déjà gagnée par le contagieux esprit d'incurie qui l'environnait. Sa jolie figure était pâle et indolente. Ses cheveux n'étaient pas bouclés. Quelques mèches pendaient lamentablement, d'autres étaient roulées sans soin sur sa tête. Elle ne s'était probablement pas déshabillée depuis la veille au soir. Hindley n'était pas là. Monsieur Heathcliff était assis à une table, en train de feuilleter quelques papiers dans son portefeuille, mais il se leva quand j'entrai, me demanda très amicalement comment j'allais et m'offrit une chaise. Au milieu de tout ce qu'il y avait là, lui seul avait l'air décent. Je trouvais qu'il n'avait jamais eu meilleure apparence. Les circonstances avaient tellement modifié leurs positions respectives qu'un étranger l'aurait certainement pris pour un gentleman de naissance et d'éducation et sa femme pour une parfaite petite souillon. Elle s'avança vivement à ma rencontre et tendit la main pour recevoir la lettre qu'elle attendait. Je secouai la tête. Elle ne voulut pas comprendre mon geste, me suivit près d'un buffet où j'allais déposer mon chapeau et me sollicita à voix basse de lui remettre sur le champ ce que j'avais apporté. Heathcliff devina le sens de la manœuvre et dit « Si vous avez quelque chose pour Isabelle, comme je n'en doute pas, Nelly, donnez-le lui. Ce n'est pas la peine d'en faire un secret. Nous n'avons pas de secret entre nous. »« Oh, je n'ai rien, répondis-je, pensant qu'il valait mieux dire la vérité sans tarder. Mon maître m'a chargé de dire à sa sœur qu'elle ne doit attendre ni lettre ni visite de lui pour le moment. Il vous envoie ses souvenirs affectueux, madame, ses souhaits pour votre bonheur et son pardon pour le chagrin que vous lui avez causé. Mais il pense que, dorénavant, sa maison et cette maison-ci doivent suspendre tout rapport, vu qu'il n'en saurait sortir rien de bon. » Les lèvres de Miss Heathcliff frémirent légèrement et elle retourna prendre sa place près de la fenêtre. Son mari resta debout devant la cheminée près de moi et se mit à me faire des questions au sujet de Catherine. Je lui donnai sur sa maladie les détails que je jugeais convenables et il parvint par un nouvel interrogatoire à me faire raconter la plupart des faits liés à l'origine de cette maladie. Je blâmai Catherine à juste titre de l'avoir elle-même provoquée. Je conclus en exprimant l'espoir qu'il suivrait l'exemple de M. Linton et s'abstiendrait à l'avenir de toute relation avec la famille de celui-ci, que ses intentions fussent bonnes ou non. « Miss Linton est à peine convalescente, dis-je. Elle ne sera jamais ce qu'elle était auparavant, mais sa vie est sauve. Si réellement vous lui portez intérêt, vous éviterez de vous trouver encore sur son chemin. Bien mieux, vous quitterez définitivement le pays et, afin que vous n'en puissiez avoir aucun regret, je vous dirai que Catherine Linton est aussi différente maintenant de votre ancienne amie, Catherine Earnshaw, que cette jeune dame est différente de moi. Son aspect est entièrement changé, son caractère encore bien plus. Celui que la nécessité oblige d'être son compagnon n'aura désormais, pour soutenir son affection, que le souvenir de ce qu'elle était autrefois, la simple humanité, le sentiment du devoir. C'est bien possible, observa Heathcliff en se forçant de paraître calme. Il est bien possible que votre maîtresse ne puisse s'appuyer sur rien d'autre que la simple humanité et le sentiment du devoir. Mais vous figurez-vous que je vais abandonner Catherine à son devoir et à son humanité? Pouvez-vous comparer mes sentiments pour Catherine aux siens? Je veux qu'avant de quitter cette maison, vous me promettiez de m'obtenir une entrevue avec elle. Consentez ou refusez, je veux la voir. Que dites-vous? Je dis, monsieur Heathcliff, qu'il ne faut pas que vous la voyiez, et vous ne la verrez jamais par mon entremise. Une autre rencontre entre vous et mon maître achèverait de la tuer. Avec votre aide, cette rencontre pourra être évitée, et si un pareil événement devait créer un danger, si Linton était la cause d'un seul trouble de plus dans l'existence de Catherine, eh bien, je crois que je serais fondé à me porter aux extrêmes. Je voudrais que vous fussiez assez sincère pour me dire si Catherine souffrirait beaucoup de le perdre. C'est cette crainte qui me retient. Et ici vous voyez la différence de nos sentiments. S'il eût été à ma place et moi à la sienne, bien que je le haïsse d'une haine qui a empoisonné ma vie, je n'aurais jamais levé la main sur lui.
Ayez l'air incrédule tant qu'il vous plaira. Je ne l'aurais jamais bannie de la société de Catherine tant qu'elle aurait désiré la sienne. Dès le moment qu'elle aurait cessé de lui porter intérêt, je lui aurais arraché le cœur et j'aurais bu son sang. Mais jusque-là, si vous ne me croyez pas, vous ne me connaissez pas. Jusque-là, je serais mort à petit feu avant de toucher un seul cheveu de sa tête. Et pourtant, vous n'avez pas scrupule de ruiner complètement tout espoir de complet rétablissement de ma maîtresse en vous rappelant de force à son souvenir, alors qu'elle vous a presque oublié, et en lui infligeant l'épreuve de nouvelles discordes et de nouvelles angoisses. Vous croyez qu'elle m'a presque oublié? Oh, Nelly, vous savez bien qu'il n'en est rien. Vous savez tout comme moi que, pour chaque pensée qu'elle accorde à Linton, elle m'en accorde 1000. Dans la période la plus misérable de mon existence, j'ai eu cette crainte-là. J'en ai été poursuivi lors de mon retour dans le pays l'été dernier. Mais seule l'assurance qu'elle m'en donnerait à elle-même pourrait me faire admettre maintenant cette horrible idée. Si c'était vrai, que m'apporterait alors Linton, et Hindley, et tous les rêves que j'ai pu faire? 2 mots résumeraient mon avenir, mort et enfer. L'existence, après que j'aurais perdu Catherine, serait pour moi l'enfer. Que j'ai été stupide de m'imaginer un moment qu'elle tenait à l'affection d'Edgar Linton plus qu'à la mienne. Quand il l'aimerait de toutes les forces de son être chétif, il n'arriverait pas à l'aimer en 80 ans autant que moi en un jour. Et le cœur de Catherine est aussi profond que le mien. L'auge que voilà aurait autant de peine à contenir la mère que Linton a accablé toute l'affection de sa femme. Bah, il lui est à peine un peu plus cher que son chien ou son cheval. Il n'est pas au pouvoir de Linton d'être aimé comme moi. Comment pourrait-elle aimer en lui ce qu'il n'a pas? Catherine et Edgar sont aussi attachés l'un à l'autre que 2 personnes peuvent l'être, s'écria Isabelle avec une vivacité soudaine. Nul n'a le droit de parler de la sorte, et je ne laisserai pas calomnier mon frère sans protestation. Votre frère vous est extrêmement attaché à vous aussi, n'est-ce pas? Observa Heathcliff avec mépris. Il vous envoie promener avec un empressement remarquable. Il ignore ce que je souffre, répliqua-t-elle. Je ne lui ai pas dit cela. Vous lui avez donc dit quelque chose? Vous lui avez écrit, n'est-ce pas? Pour lui dire que j'étais mariée, oui, je lui ai écrit. Vous avez lu la lettre. Et rien d'autre depuis? Non. Le changement de condition me paraît avoir profondément éprouvé ma jeune dame, remarquai-je. L'affection que quelqu'un lui fait évidemment défaut. De qui je peux le deviner, mais il vaut peut-être mieux que je ne le dise pas. Je devine, moi, que c'est la sienne propre, reprit Heathcliff. Elle devient une vraie souillon. Elle s'est lassée avec une rapidité surprenante de chercher à me plaire. Vous ne le croiriez pas, mais le lendemain même de notre mariage, elle pleurait pour retourner chez elle. Après tout, si elle n'est pas très bien tenue, elle n'en sera que mieux à sa place dans cette maison, et je prendrai garde qu'elle ne me fût honte en rôdant au dehors. Mais, monsieur, j'espère que vous n'oublierez pas que Miss Heathcliff est habituée à être soignée et servie, et qu'elle a été élevée comme une fille unique auprès de qui tout le monde s'empressait. Il faut que vous lui permettiez d'avoir une femme de chambre pour tenir tout propre autour d'elle, et il faut que vous la traitiez avec bonté. Quoi que vous pensiez de monsieur Edgar, vous ne pouvez douter qu'elle, du moins, ne soit capable d'un attachement profond, car autrement elle n'aurait pas abandonné les élégances, les commodités et les amis de son ancienne demeure pour consentir à s'établir avec vous dans un désert comme celui-ci. Elle a abandonné tout cela sous l'empire d'une illusion, répondit-il. Elle a vu en moi un héros de roman et a attendu de ma chevaleresque dévotion une indulgence illimitée. C'est à peine si je puis la regarder comme une créature douée de raison, après l'obstination qu'elle a mise à se forger de moi une idée fabuleuse et à agir d'après les fausses impressions qu'elle se plaisait à entretenir. Mais je crois qu'elle commence enfin à me connaître. Je ne vois plus les sourires niais et les grimaces qui m'agaçaient au début, ni cette incroyable incapacité de s'apercevoir que j'étais sérieux quand je lui donnais mon opinion sur elle et sur son égarement. Il a fallu un merveilleux effort de perspicacité pour découvrir que je ne l'aimais pas. J'ai cru à un moment que rien ne pourrait lui faire entrer cela dans la tête. Et encore n'en est-elle pas bien persuadée, car ce matin elle m'a annoncé, comme une nouvelle extraordinaire, que j'étais réellement parvenu à me faire haïr d'elle. Un vrai travail d'Hercule, je vous assure. Si j'y suis arrivé, j'ai lieu de lui adresser des remerciements. Puis-je me fier à votre assertion, Isabelle?
Êtes-vous sûr que vous me haïssez? Si je vous laissais seul pendant une demi-journée, ne vous verrais-je pas revenir à moi avec des soupirs et des cajoleries? Je gage qu'elle aurait préféré que devant vous j'eusse affecté la tendresse. Sa vanité est blessée de voir la vérité dévoilée. Mais peu m'importe qu'on sache que la passion était tout entière d'un seul côté. Là-dessus, je ne lui ai jamais fait de mensonge. Elle ne peut pas m'accuser d'avoir montré la moindre amabilité trompeuse. La première chose qu'elle m'a vu faire, en quittant la grange, a été de prendre sa petite chienne et, quand elle a intercédé en sa faveur, les premiers mots que j'ai prononcés ont été pour exprimer le vœu que tous les êtres qui lui étaient attachés fussent pendus, sauf un. Peut-être a-t-elle pris l'exception pour elle-même. Mais aucune brutalité ne l'a rebutée. Je crois qu'elle en a l'admiration innée, à condition que sa précieuse personne soit à l'abri. Voyons, n'est-ce pas le comble de l'absurdité, de la stupidité de la part de cette pitoyable, servile et basse créature que de se figurer que je pourrais l'aimer? Dites à votre maître, Nelly, que jamais de ma vie je n'ai rencontré d'être aussi abject qu'elle. Elle déshonore même le nom de Linton. Et c'est parfois un pur manque d'invention qui m'a arrêté quand j'essayais de voir ce qu'elle pouvait supporter, tout en continuant à ramper avec une honteuse servilité. Mais dites-lui aussi, pour mettre à l'aise son cœur de frère et de magistrat, que je me tiens strictement dans les limites de la loi. J'ai évité jusqu'ici de lui donner le moindre droit à réclamer une séparation, et qui plus est, elle n'a besoin de personne pour se libérer. Si elle désirait s'en aller, elle le pourrait. L'ennui que me cause sa présence surpasse le plaisir que je puis trouver à la tourmenter. Monsieur Heathcliff, c'est là le langage d'un aliéné. Votre femme, bien probablement, est convaincue que vous êtes fou. C'est pour cela qu'elle vous a supporté jusqu'à présent. Mais puisque vous dites qu'elle peut partir, elle profitera sans doute de la permission. Vous n'êtes pas si ensorcelée, madame, que de rester avec lui de plein gré. Prenez garde, Hélène, répondit Isabelle, les yeux brillants de fureur. On ne pouvait douter à la voir que son mari n'eût pleinement réussi à se faire détester. Ne croyez pas un mot de ce qu'il dit. C'est un démon qui ment, un monstre et non un être humain. Il m'a déjà déclaré que je pouvais m'en aller. J'ai essayé, mais je n'oserais recommencer. Seulement, Hélène, promettez-moi que vous ne rapporterez pas une syllabe de ces infâmes propos à mon frère ni à Catherine. Quoi qu'il prétende, il veut pousser Edgar au désespoir. Il dit qu'il m'a épousée pour avoir Barth sur lui, mais il n'y arrivera pas. Je mourrai plutôt. Je prie le ciel qu'il oublie sa diabolique prudence et qu'il me tue. Le seul plaisir que je puisse concevoir est de mourir ou de le voir mort. Bien, cela suffit pour le moment, dit Heathcliff. Si vous êtes appelé devant une cour de justice, vous vous rappellerez ces paroles, Nelly. Et regardez-la bien. Elle est presque au point qui me conviendrait. Non, vous n'êtes pas en état de vous garder vous-même, Isabelle, et comme je suis votre protecteur légal, je suis obligé de vous conserver sous ma coupe, quelque désagréable que puisse être cette obligation. Montez, j'ai quelque chose à dire en particulier à Nelly Dean. Pas par là, montez, vous dis-je. Allons, voilà le chemin, mon enfant. Il la saisit, la jeta hors de la pièce et revint en murmurant. Je suis sans pitié. Plus les vers se tordent, plus grande est mon envie de leur écraser les entrailles. C'est comme une rage de dents morale et je broie avec d'autant plus d'énergie que la douleur est plus vive. Comprenez-vous ce que signifie le mot pitié? Demandai-je en me hâtant de reprendre mon chapeau. Et avez-vous jamais ressenti aucune trace dans votre vie? Laissez cela, interrompit-il en voyant mes préparatifs de départ. Vous ne partez pas encore. Venez ici, Nelly. Il faut que, par persuasion ou par contrainte, vous m'aidiez à accomplir ma résolution de voir Catherine et cela sans délai. Je jure que je ne médite rien de mal. Je ne désire causer aucun trouble, ni exaspérer ou insulter M. Linton. Je veux seulement savoir par elle-même comment elle va, pourquoi elle a été malade, et lui demander si je ne puis rien pour elle. La nuit dernière, j'ai passé 6 heures dans le jardin de la grange, et j'y retournerai ce soir. Nuit et jour, je rôderai autour de la maison, jusqu'à ce que je trouve une occasion pour entrer. Si je rencontre Edgar Linton, je n'hésiterai pas à l'abattre et à faire ce qu'il faudra pour m'assurer qu'il me laissera tranquille pendant que je serai là. Si ses domestiques me font obstacle, je m'en débarrasserai en les menaçant de ses pistolets. Mais ne vaudrait-il pas mieux prévenir la rencontre avec eux ou avec leur maître?
Cela vous serait bien facile. Je vous avertirai de ma venue. Vous pourriez me faire entrer sans qu'on me vît, dès qu'elle serait seule, et monter la garde jusqu'à mon départ, la conscience parfaitement en paix. Vous empêcheriez un malheur. » Je protestai contre l'idée de jouer ce rôle de traître dans la maison de celui qui m'employait. De plus, j'insistais sur la cruauté et l'égoïsme qu'il y aurait de sa part à troubler, pour sa satisfaction, la tranquillité de Miss Linton. « Le moindre incident l'agite terriblement, lui dis-je. Elle est tout en air et elle ne pourrait supporter cette surprise, je vous assure. Ne persistez pas, monsieur, ou je serai obligé d'informer mon maître de vos desseins, et il prendra des mesures pour préserver sa maison et ce qu'il habite d'intrusions aussi injustifiables. En ce cas, je prendrai des mesures pour m'assurer de vous, femme, s'écria Heathcliff. Vous ne quitterez pas Hurlevent avant demain matin. C'est un conte absurde de prétendre que Catherine ne pourrait supporter ma vue, et quant à la surprendre, je ne le désire pas. Il faut que vous la prépariez. Demandez-lui si je puis venir. Vous dites qu'elle ne prononce jamais mon nom et qu'on ne le prononce jamais devant elle. À qui parlerait-elle de moi si je suis un sujet de conversation interdit dans la maison? Elle vous regarde tous comme des espions pour le compte de son mari. Oh, je suis sûr qu'elle est en enfer au milieu de vous. Aussi clairement que n'importe quelle manifestation, son silence me révèle tout ce qu'elle ressent. Vous dites qu'elle est souvent inquiète et qu'elle a l'air troublée. Est-ce là une preuve de tranquillité? Vous dites que son esprit est dérangé. Comment diable pourrait-il en être autrement dans un isolement terrible? Et cet être insipide et mesquin qui la soigne par devoir et par humanité, par pitié et par charité, il ferait aussi bien de planter un chêne dans un pot à fleurs et de s'attendre à le voir grandir que de se figurer qu'il pourra la rendre à la santé par l'effet de ses misérables soins. Réglons la chose sur-le-champ. Voulez-vous rester ici, et dois-je me frayer le chemin jusqu'à Catherine aux dépens de Linton et de son valet? Ou voulez-vous être une amie comme vous l'avez été jusqu'à présent et faire ce que je vous demande? Décidez-vous, car je n'ai pas de raison pour m'attarder une minute de plus si vous persistez dans votre mauvais vouloir obstiné. Eh bien, monsieur Lockwood, je discutais, je protestais, et 5 fois je lui refusai carrément. Mais à la longue, il m'arracha un compromis. Je m'engageai à porter à ma maîtresse une lettre de lui, et si elle y consentait, je promis de l'avertir de la prochaine absence de Linton. Il pourrait alors venir et s'arranger comme il voulait pour entrer. Je ne serais pas là, les autres domestiques non plus. Était-ce bien ou mal? Je crains que ce n'ait été mal, quoique cela présentât des avantages. Je pensais en cédant prévenir une nouvelle explosion. Et je pensais aussi qu'il en pourrait résulter dans la maladie mentale de Catherine une crise favorable. Puis je me rappelai les sévères remontrances de M. Edgar, parce que je lui avais rapporté des histoires. Enfin, j'essayai d'apaiser mes scrupules en affirmant à plusieurs reprises que cet abus de confiance, si cela méritait une si dure qualification, serait le dernier. Néanmoins, mon trajet fut plus triste au retour qu'il n'avait été à l'aller, et j'eus bien des hésitations avant d'arriver à prendre sur moi de mettre la lettre entre les mains de Miss Linton. Mais voici Kenneth. Je vais descendre et lui dire comme vous allez mieux. Mon histoire est aussi longue qu'un jour sans pain, comme nous disons, et elle servira à tuer une autre matinée. Aussi longue qu'un jour sans pain et aussi sinistre, pensai-je pendant que la brave femme descendait pour recevoir le docteur, et pas exactement de la sorte que j'aurais choisi pour me recréer. Mais peu importe. Des herbes amères de Miss Dean, j'extrairai des médecines bienfaisantes. Et d'abord, méfions-nous de la fascination qui se dissimule dans les yeux brillants de Catherine Heathcliff. Je serais dans un étrange embarras si je laissais prendre mon cœur par cette jeune personne, et si la fille se trouvait être une seconde édition de la mère.